Premier réglage peut-être. Donc aujourd'hui, nous recevons Paul Dehevels, qui est statisticien et accessoirement membre de l'Académie des sciences, ce dont il ne semble pas tirer grand. Bon. Et il va nous parler le climat, beaucoup de bruit pour rien, numéro 2. Sa conférence précédente a recueilli plus de 110 000 vues sur Internet, sur la chaîne YouTube. Alors avant de lui passer la parole, je vais préciser le suivi des opérations. La semaine prochaine, nous fêtons le 29e anniversaire de la SCM, et ça se fera de la manière suivante. On va mettre en œuvre le biglotron, que vous avez pu apercevoir dans la salle voisine, et il va fonctionner, il crache plein de trucs. Le biglotron a été inventé, créé par Pierre Dac, il y a tout un texte qui va avec, donc on lira ce texte, mais ça ne sera pas public, ça sera mis sur la chaîne YouTube, mais je ne prévois pas d'avoir d'invité ce jour-là. Donc vous écouterez le biglotron avec le texte de Pierre Dac un peu arrangé. Ensuite, au mois de mars, on a prévu une formation ingénieur, probabilité pour ingénieur. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir la réaliser parce que, excusez mon langage, on a des emmerdements avec l'administration qui ne donne pas les autorisations qu'il faudrait ou pas les bonnes ou on ne sait pas s'y prendre. Ça a changé depuis le temps et on n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire. Donc je dirais pas que c'est remis en cause, on n'en sait rien. Par contre, en avril, le deuxième jeudi d'avril, il y aura Hervé Macheneau, qui est déjà venu ici et qui a fait une conférence qui s'appelait La France dans le noir, qui a recueilli plus de 8000 vues sur YouTube. Et là, ça sera La France dans le noir numéro 2. Voilà, donc c'est fixé pour le mois d'avril. Alors, avant de passer la parole à notre invité, je veux préciser 2 ou 3 choses par rapport aux commentaires qui ont été faits sur la chaîne YouTube. La première chose qu'on nous a dite, c'est « Messieurs, vous n'avez pas les bonnes publications. Vous avez des publications, probablement on en a quelques centaines chacun, de Vels et moi, mais on nous a dit, vous n'avez pas de publication en géographie, en climat, etc. Donc vous n'êtes pas qualifié pour intervenir sur ces sujets-là. Et quel est le rôle du mathématicien sur un sujet lié au climat, de manière générale? Le rôle du mathématicien est avant tout d'examiner la validité, la qualité, la pertinence des données qui sont recueillies. Je vais vous expliquer ça sur un exemple. Supposez que vous avez un signal qui monte comme ça, vous dites oh, « c'est vachement inquiétant, vous avez un truc qui monte comme ça ». Sauf que si le signal a fait comme ça, comme ça, comme ça, pendant les années qui ont précédé, vous ne serez pas enclin à vous inquiéter de la même manière, évidemment. Donc le recueil des données du passé éclaire considérablement le présent. Et il y a une justification extrêmement simple pour cette question, c'est le fait que la planète a été soumise à une période glaciaire pendant environ 100 000 ans, et que cette période glaciaire s'est terminée il y a environ 20 000 ans, 10 000, 20 000 ans. Donc, toute publication, tout article, tout livre qui ne fait pas référence à cette période glaciaire pour examiner le comportement du climat à l'heure actuelle, c'est simple, vous le mettez à la poubelle. Parce que, évidemment, c'est un déterminant essentiel du climat. En quelque sorte, on peut dire de manière simplifiée qu'on revient à la normale après une période glaciaire. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un réchauffement dans ces conditions. Mais les gens oublient ça. Ils ne regardent que les 10 dernières années ou les 50 dernières années en oubliant l'ensemble du climat. Donc c'est complètement anormal. Et le second point que je veux aborder avant de passer la parole à mon invité, c'est le fait qu'on nous fait le reproche, on lui fait en particulier le reproche, d'avoir travaillé pour Total. Évidemment, il a travaillé pour Total et moi aussi. Et je veux dire que la SCM fait des prestations de services et on n'a aucune raison de ne pas faire des prestations de services pour Total si Total nous le demande. De même qu'un plombier qui pose des lavabos, il pose des lavabos pour quiconque lui demande un lavabo. Et la règle fondamentale en science, c'est qu'il faut regarder le résultat de la publication elle-même, et non pas la question du nom de celui qui la signe, ni de l'origine des fonds de celui qui la signe. Vous regardez la publication, vous regardez l'article, et il n'y a que 2 questions à se poser. Est-ce que les données qui l'alimentent sont correctes, ont une valeur? Et deuxième question, est-ce que les raisonnements sont corrects? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de logique? Mais après, que ce soit financé par Sainte Thérèse d'Avila ou que ce soit financé par les truands du coin, ça fait pas de différence du point de vue scientifique. Moi, j'aurais tendance à préférer les truands du coin parce qu'ils payent mieux. Mais ça, c'est une opinion toute personnelle. Donc voilà, il faut rectifier ces 2 choses-là parce que sur les 110 000 vues, il y a à peu près 3000 commentaires, dont 1500 sont des insultes. Mais vraiment des insultes, pas des critiques. C'est des insultes ad hominem. Il y a un type qui écrit froidement
Mon devoir de citoyen, c'est d'empêcher Paul de Vels de s'exprimer. Et il n'a pas réussi, c'est assez extraordinaire, mais il va continuer. Si on fait référence à Buffon, qui était un naturaliste connu, si Buffon vivait encore, il qualifierait ce genre de type de roquet visqueux. Pourquoi roquet? C'est parce qu'il aboie, et pourquoi visqueux? C'est parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que la deuxième conférence ait le même nombre de... C'est plus que des critiques. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a quand même un devoir du scientifique qui est de maintenir son droit à l'existence. Vous voyez, ça va au-delà du climat. Il y a des gens qui disent, vous n'avez plus le droit de vous exprimer, parce que tout le monde est d'accord sur tel et tel truc. Bon, j'ai assez parlé. 5 minutes, ça va. À toi. Très bien. Je me présente parce qu'il faut le faire de façon plus explicite. Donc, mon nom est Paul de Vels et je suis statisticien. Qu'est-ce que la statistique? La statistique, c'est la science du traitement et de l'interprétation des données. Et en tant que statisticien, je suis intervenu dans des quantités de problèmes différents, que ce soit des problèmes financiers, des statistiques liées à la finance, que ce soit des problèmes géologiques, que ce soit des problèmes géophysiques, que ce soit des problèmes pétroliers, que, en particulier, comme Bernard Bozami a rappelé que j'avais travaillé comme conseiller scientifique de Total, que ce soit des problèmes de pharmacie, puisque j'ai travaillé aussi pendant 25 ans comme conseiller de la direction du laboratoire Sanofi. Alors, en fait, la spécialité que j'ai me permet de toucher à tout et de veiller sur l'interprétation qui est faite de données. À l'inverse, je n'ai fait aucune publication en climatologie parce que, si vous voulez, ça voudrait dire que je m'intéresse à des données spécifiques et je donne leur interprétation. Par contre, je suis parfaitement compétent pour interpréter ce que les climatologues font. Et je donnerai, s'il me reste un peu de temps, un exemple tout à l'heure au sujet d'une conférence que j'ai vue à l'Académie par Jean Jouzel, qui était complètement, je dirais, inexact sur le plan statistique. Mais ça, il faut que chacun ait son domaine réservé. Alors, la raison pour laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le fait que les médias, tous les médias, quels qu'ils soient, la radio, les journaux, les hebdomadaires, ils martèlent en boucle deux affirmations qui sont littéralement dogmatiques. Et ils les présentent comme vérités et n'admettent aucune contestation sur ces vérités. La première vérité, entre guillemets, c'est le fait que la Terre se réchaufferait d'une façon catastrophique et accélérée. La deuxième affirmation dogmatique, c'est que l'origine de cette évolution serait due aux émanations humaines. Alors je parlerai d'émanations anthropiques, c'est peut-être pédant, mais ça veut dire ce que ça veut dire, de gaz à effet de serre. Alors la question est qu'est-ce que c'est qu'un gaz à effet de serre? je, je ne vais pas discuter de cette notion qui d'ailleurs est controversée, mais je dirais essentiellement c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Donc essentiellement ils disent que l'origine principale de l'évolution soi-disant catastrophique et accélérée des températures, c'est le CO2. Et donc, en conclusion logique de ces deux points, ils affirment que pour sauver la planète du réchauffement, il faudrait décarboner en réduisant de manière drastique les émanations humaines anthropiques de CO2. Donc, je vais essayer de vous montrer que les affirmations 1 ou 2 sont fausses. Et c'est pourquoi elles sont fausses. Elles sont aussi basées par une succession de mensonges développés de façon continue depuis 1987 par le GIEC. Je vais parler du GIEC. Pour le moment, prenez ce sigle, ou bien vous savez ce que c'est, ou bien vous attendez quelques minutes, je vais en parler en détail. C'est un organisme dépendant de l'ONU. Et du coup, il s'agit de décarboner, et l'Europe et les États-Unis se sont lancés dans la décarbonation à partir de 2015 et des accords de Paris, les accords de Kyoto, qui sont des traités internationaux, et ceci sera quelque chose d'absolument ruineux, aussi bien pour les économies des États-Unis que pour l'économie européenne. Vous allez voir à quel point tout à l'heure.
Alors, je voudrais commencer ma conférence par un exemple de désinformation. Cet exemple est très récent. La page 4 du Parisien, Le Parisien, est publiée le 21 mars 2023, et si vous pouvez l'afficher, eh bien, dit la chose suivante: comment tout s'est emballé. Et il cite dans son prologue: depuis le milieu du XXe siècle, la hausse des températures s'est considérablement accrue, c'est ce que dit le Parisien, un effet des gaz à effet de serre et de l'industrialisation de l'hémisphère nord. Bon, à l'appui de ces dires, le Parisien reproduit un graphe titré Un réchauffement sans précédent depuis au moins 1000 ans. Et ce graphe est cité dans la contribution du groupe de travail 1 du 6e rapport du GIEC, publié le 20 mars 2019. Qu'est-ce que j'ai dit 1923, c'est une erreur, 2023. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que cette courbe, et vous l'avez la deuxième, c'est quelque chose qui effectivement paraît extrêmement inquiétant. Vous avez essentiellement quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas pendant 1000 ans, et qui ensuite remonte de façon extraordinairement rapide et laisse entendre qu'il y aurait un réchauffement énorme dans les 50 dernières années. Alors, ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'elle a fait l'objet de pas mal de discussions, parce que la première fois qu'elle a été publiée, c'est en... attendez, il faut que je me trompe dans l'année, c'est en 2003 ou quelque chose comme ça, par Mann et ses co-auteurs, et ça s'appelle la courbe en crosse de hockey. Alors pourquoi une courbe en crosse de hockey? Vous avez le manche de hockey qui est horizontal et la crosse de hockey qui remonte vers le haut. Et donc on l'a qualifiée comme telle. Alors il se trouve que cette courbe a été discutée par une quantité d'auteurs et on a démontré de façon formelle qu'elle était frauduleuse. C'est-à-dire les données utilisées pour fabriquer cette courbe sont complètement bidouillées. En fait, je pourrais rentrer dans les détails, mais ça prendrait beaucoup de temps. Le Mann, en fait, a utilisé des cercles de croissance de pain Brittlestone, ça s'appelle le Brittlestone Pie, et a pris les données qu'il voulait pour faire apparaître cet accroissement rapide suivant une courbe plate. Et en fait, ça a été étudié par plusieurs rapports. Le principal d'entre eux est le rapport Wegmann, qui a été établi en 2006 à la demande du gouvernement américain, qui a confirmé que cette courbe était complètement bidon, en quelque sorte. Et alors, il y a mieux encore, il y a eu un procès qui a opposé Michael Mann à un statisticien canadien qui s'appelle Tim Ball. Et ce procès, eh bien, Mann a été condamné pour propagation de nouvelles frauduleuses. C'est-à-dire en cours d'appel au Canada, sur la Cour suprême du Canada, eh bien, il a été déclaré que ce graphe était frauduleux et devait être retiré. Alors en fait, cet acte est quelque chose qui démontre de façon formelle, oui, c'est mieux pour moi, de façon formelle que ce graphe est complètement frauduleux, et il a montré, alors c'est la courbe suivante, il a montré une autre version faite de façon sérieuse, qui est complètement différente de la version de Michael Mann. Dans la version de Michael Mann, la courbe de hockey, le hockey stick, c'est en haut, et la courbe rectifiée de Timbal est en bas. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette courbe? On voit deux périodes qui sont d'une part la période qui culmine en 1200, où il y a un réchauffement très net, ça s'appelle tout le monde est d'accord pour appeler ça l'optimum du Moyen Âge, l'optimum moyenâgeux. Et le deuxième, c'est vers 1650, où il y a c'est le petit âge glaciaire. Donc l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire. Alors souvenez-vous de ces deux événements. L'optimum médiéval est quelque chose qui a été parfaitement bien documenté, puisque ça a été la période où les Vikings se sont installés au Groenland et ont installé des cultures tout simplement, et aussi un élevage
de moutons et de vaches. Et en fait, tout ceci est mort, parce qu'en fait, il y a eu un refroidissement très net qui a fait que ces colonies ont disparu et remplacées par les Inuits qui dorment dans des igloos. Hein. Bon, ça a été quand même un sérieux refroidissement. Et de la même façon, vers 1700, à peu près vers l'époque de 1700, vous avez ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est une période où la sel gelait 2 mois par an. Et il y a eu des famines. Lorsque vous regardez les peintures de Bruegel sur le froid du Moyen Âge, vous voyez l'hiver, un hiver complètement polaire qui n'a jamais eu d'équivalent depuis cette époque. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est évident donc, il a été condamné que Michael Mann a bidouillé sa courbe, mais ce qui est aussi très symptomatique, c'est que le GIEC, cet organisme qui fait des rapports et dont je vais parler tout à l'heure, s'est bien gardé de récuser ce graphe, puisqu'il le présente encore dans un rapport de 2023. Et la raison évidente pour cela, c'est que, en fait, d'abord, le Parisien n'est pas vraiment en faute, parce qu'il a reproduit une information frauduleuse, mais cette information vient d'un rapport d'une agence de l'ONU, c'est le GIEC. Et donc, lorsque le Parisien reproduit une agence de l'ONU, on pourrait dire pourquoi pourrait-on suspecter une agence de l'ONU de fraude? Eh bien, la réponse est évidente, c'est-à-dire que c'est une courbe. Le GIEC a passé son temps à représenter, à faire à présenter des documents frauduleux. Alors, l'objectif, la conséquence de 1 et 2, c'est-à-dire 1, la Terre c'est censé se réchauffer de façon catastrophique, et 2, le dioxyde de carbone, je n'en ai pas parlé jusqu'ici, c'est que la Commission européenne, sous le couvert du Parlement européen, vise à faire des réductions drastiques du CO2, et en particulier les autres gaz à effet de serre d'au moins 55% à 2030 par rapport à le niveau de 90, et vise la neutralité carbone en 2050. Je cite juste son coût, le coût de ces mesures prises par la Commission européenne et le Parlement. Ça devrait nous coûter, si nous nous précipitons dedans, 210 milliards d'euros par an d'ici 2050. Chaque année, 210 milliards d'euros. Et l'un des objets de mon exposé, c'est de vous présenter le fait que cette dépense est non seulement inutile, mais catastrophique et ruineuse. Alors parlons du GIEC maintenant. Pour soutenir ces thèses, les partisans de la décarbonation s'appuient sur les rapports du GIEC. Qu'est-ce que c'est que le GIEC? C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sigle est la traduction de IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est un organisme créé en 1988 au sein de l'ONU. Alors, d'abord, il faudrait voir que cette présentation du GIEC est plus ou moins mensongère, parce que, en fait, ça fait référence à des experts. Or, c'est la traduction du titre anglais dans lequel il n'y a pas d'experts. Panel, c'est un groupe. Et ces rapports du GIEC sont en fait adoptés par vote majoritaire des représentants de 195 États qui composent l'ONU, sur la base de un État égale une voix. Alors on pourrait, je ne veux pas faire disons, être désagréable vis-à-vis de certains pays, mais mettons le Burkina Faso à une voix. La France a une voix. Qui est compétent du point de vue du climat? Peut-être qu'on l'est plus que d'autres, mais il y a tous les pays africains, tous les pays de l'ONU, ils ont chacun une voix dans l'adoption de ces rapports. Donc on se rend bien compte qu'il y a déjà dans cette structure de décision quelque chose qui ne tourne pas rond. Et d'autre part, cet organisme fait des conférences annuelles par un organisme satellite qui s'appelle la CNUCC, rien que ça. C'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et elle fait une réunion par an. La dernière, la COP 28, a eu lieu à Dubaï en 2023. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la gouvernance du GIEC, c'est une gouvernance politique qui dépend d'une assemblée de diplomates scientifiquement non qualifiés. Alors, le GIEC, pour faire
pour faire ces rapports, fait appel à des experts volontaires pour instruire ces rapports. Et la rédaction finale des conclusions qui en sont tirées, parce qu'il y a un certain nombre d'experts qui sont appelés par le GIEC pour faire des rapports, fait l'objet de manipulations caricaturales. Alors, en fait, je citerai là-dessus, si vous voulez, le président de l'Académie des sciences des États-Unis, qui s'appelle Frédéric Seitz, qui est dit dans un texte, en plus de 60 ans au service de la communauté scientifique, y compris comme président de la National Academy of Science et de l'American Physical Society, c'est pour dire que c'est un savant très, très renommé, eh bien, je n'ai jamais été témoin d'une corruption plus inquiétante d'un processus de revue par les pairs que celui du 5e rapport du GIEC en 2014. Mais on pourrait dire ça des autres, c'est-à-dire que le GIEC fait appel à un certain nombre d'experts qui sont des experts, qui font des rapports, et puis ces rapports sont ensuite corrigés par des relecteurs qui en font ce qu'ils veulent, suivant un système de relecture qui est extrêmement controversé. Alors, d'autre part, cet organisme n'a pas cessé de proclamer des prévisions catastrophiques. Par exemple, en 2014, il signalait que l'océan allait monter de 7 mètres, que tous les glaciers de l'Himalaya allaient fondre, que les neiges du Kilimanjaro disparaîtraient. Il y a toute une série, peut-être qu'on reviendra dessus, de mensonges et de prévisions qui ne se sont jamais vérifiées. Ensuite, cet organisme pratique une véritable chasse aux sorcières pour ceux qui osent mettre en doute ses conclusions. Alors, je cite comme exemple, l'exemple c'est Philippe Verdier. Il était présentateur de la météorologie sur France 2 de 2011 à 2015 et il a été licencié le 1er novembre 2015 à la suite de la publication de son livre Climat Investigation aux éditions Ring. C'est un livre assez bien fait et je recommande parce qu'il est toujours disponible en occasion parce que c'est quand même assez ancien, 2015. Alors, mais je signale quand même, le service presse de France 2 était associé depuis le début à la publication de ce livre, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a été fait en cachette, et une décision brutale des autorités de l'État l'a mise à pied pour manquement au devoir de réserve. Bon. Et climato-scepticisme exprimant des doutes sur le réchauffement climatique à la veille de la COP 21. Donc il faut savoir que les savants qui ont pignon sur rue, les professeurs d'université, les directeurs de laboratoire, font l'objet de menaces extrêmement directes de la part des autorités de l'État pour exprimer des opinions qui ne sont pas jugées conformes. Et j'ai tout un ensemble d'exemples de ce type. Alors le plus grand mensonge du GIEC a été de se prétendre comme le représentant attitré d'un consensus scientifique. Alors, il y a tout un ensemble de spécialistes. Par exemple, vous avez le Global Warning Petition Progress, ou la pétition d'Oregon, qui a été diffusée de 88 à 2007 par le professeur Frédéric Seitz, que je citais tout à l'heure. Et il est aussi président de la Rockefeller University. Il a été signé par 31 000 scientifiques. Et ce texte dit il existe des preuves scientifiques substantielles que l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique produit de nombreux effets bénéfiques sur les environnements naturels des plantes et des animaux de la Terre, et nous exhortons le gouvernement des États-Unis à rejeter l'accord sur le réchauffement de la planète signé à Kyoto ou toute autre proposition similaire. Et il dit il n'y a aucune preuve scientifique convaincante que les rejets de dioxyde de carbone, de méthane ou d'autres gaz à effet de serre provoquent ou risquent dans un avenir proche de provoquer un réchauffement catastrophique de l'atmosphère terrestre. C'est clair. Alors, vous avez aussi la fondation Clintel. Alors, Clintel, c'est une fondation qui s'appelle, voyons qui, alors c'est Climate Intelligence, c'est une fondation indépendante fondée en 2019 par le professeur de géophysique Berkut. Alors, cette fondation Clintel a fait parvenir aux dirigeants mondiaux une lettre ouverte signée, une première, par 1200 personnalités scientifiques, dont un prix Nobel, et ensuite elle a été signée une deuxième
déclaration qui dit « Il n'y a pas d'urgence climatique » a été signée par 1887 personnalités. Bon, je ne vais pas vous relire ces déclarations, mais si vous voulez, c'est quelque chose d'édifiant. Vous avez de très nombreux universitaires et savants qui disent que ce raconte le GIEC est très contestable. Alors vous avez aussi le livre de 880 pages de Craig Ixo et de Fred Singer, Climate Change Reconsidered, qui est essentiellement, avec le concours de 35 scientifiques de 15 pays différents, présente une réfutation détaillée du 4e rapport du GIEC. Et vous avez le NIPCC, qui a été le sigle est choisi par référence à IPCC. L'IPCC, c'est la version américaine du GIEC. C'est Non-Governmental International Panel on Climate Change. Et vous avez aussi l'Association des climato-réalistes qui diffuse de nombreuses informations pertinentes sur les enjeux climatiques. Donc vous avez toutes sortes d'organismes qui signent des pétitions, qui écrivent des lettres et qui regroupent des dizaines de milliers d'universitaires qui disent que ce que raconte le GIEC sur les thèses, nous ne sommes pas d'accord. Donc les thèses du GIEC ne font pas consensus dans le monde scientifique. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter dans le GIEC, je le dis franchement, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exprimer une réalité unique et je dirais qu'en fait, en tant qu'universitaire, en tant que membre de l'Académie des sciences, en tant que savant, si j'ose dire, eh bien, il faut que je dise que la science ne peut progresser que dans le débat. À partir du moment où vous avez une organisme qui dit il n'y a pas de débat possible, eh bien, vous pouvez dire que c'est complètement à rejeter. Alors maintenant, parlons du premier point, c'est-à-dire l'élévation des températures au cours des âges. Alors là, il faut aller très loin si on veut vraiment voir l'historique de ces températures. D'abord, comment est-ce qu'on les mesure? Eh bien, il y a toutes sortes de méthodes. Des méthodes dendrochronologie, où l'on mesure les cercles d'arbres, des méthodes d'analyse des sédiments dans des lacs, et ainsi de suite. Il y a toute une série de méthodes qui sont analysées pour essayer de voir au moins l'évolution annuelle de la température. Alors, il y a aussi, bien sûr, les méthodes qui sont dues disons, aux carottes glaciaires. Et ces méthodes qui sont dues aux carottes glaciaires permettent de remonter des évaluations de la température sur plusieurs centaines de milliers d'années. Mais pour des raisons évidentes, ces carottes glaciaires ne sont valables que dans l'Antarctique ou dans le Groenland. C'est le seul endroit où l'on peut forer de façon assez profonde. Et ce n'est pas valable en Arctique parce que, comme vous savez, le pôle Nord est au-dessus de l'océan Arctique et la glace n'a qu'une épaisseur de quelques dizaines de mètres. Alors, essayons de remonter d'abord dans les 2 millions d'années qui précèdent. Eh bien, en fait, il y a une succession des alternances entre âge glaciaire et interglaciaire. Essentiellement, les périodes glaciaires, ça dure 100 000 ans. Interglaciaire, en gros, de l'ordre de 15 000 ans. Et nous sommes actuellement au milieu d'une période interglaciaire, puisque la dernière glaciation a pris fin très exactement il y a 11 700 ans. Et elle a duré avant une centaine de milliers d'années. Alors, il faut dire qu'au pic de la glaciation, la dernière glaciation, c'est-à-dire qu'il y a 21 000 ans exactement, eh bien, il y avait un caparation de glace, une banquise qui recouvrait toute l'île de France, toute la Manche et toute l'Angleterre. C'était une banquise très épaisse et c'était complètement gelé. Alors, bien sûr, comment est-ce qu'on a pu mettre en évidence les variations climatiques? Il faut voir qu'on ne peut mesurer de façon précise la température que depuis qu'il y a des mesures satellites. Ça date de 1979, ce n'est pas vieux. Et avant 1979, on avait essentiellement, disons, les mesures de stations météorologiques qui existent depuis en gros 1800, 1850, ça dépend des endroits, et qui sont liées à leur localisation géographique, mais on n'avait pratiquement aucune mesure
de la température de l'océan. La température de l'océan, c'est lorsqu'il y avait un bateau, on lui demandait de prendre un seau d'eau de mer et de mesurer la température de cette eau de mer. Voilà comment ça se passait. Et donc, on avait très peu de renseignements là-dessus. Alors, il faut dire que le premier thermomètre, ça date de Galilée en 1602. L'échelle des degrés Celsius est 1742 et les stations météorologiques terrestres sont devenues systématiques à partir de 1850. Alors, je voudrais maintenant passer directement à ce que ça donne. J'ai présenté trois graphes, vous les avez. Voilà, alors ces trois graphes, enfin c'est surtout les deux du dessus qui sont intéressants, ça représente une période de 450 000 ans. Et dans cette période, vous voyez les alternances d'âge glaciaire, le dernier, cette partie basse de température, suivie d'un remontement, une remontée de la température, et vous avez donc ces alternances de glaciation et d'âge interglaciaire. En ce moment, nous vivons dans une période qui s'appelle l'Holocène. L'Holocène, c'est un terme technique, mais ça représente les derniers 11 700 ans. C'est une période interglaciaire, ce qui veut dire que dans 3 ou 4 000 ans peut-être, ou même peut-être avant, eh bien nous allons replonger dans une glaciation. Et ça vient, c'est automatique parce que ça vient de cycles qui ont été formellement mis en évidence. Alors si on va chercher beaucoup plus loin, eh bien on a pu reconstituer de façon tout à fait crédible la température jusqu'à un peu plus de 65 millions d'années. Et ça donne cette courbe qui montre en particulier que les températures les plus chaudes jamais constatées, je ne dis pas enregistrées, parce que c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des estimations de la température moyenne annuelle, eh bien c'est dans la période de l'Éocène. C'est une période qui est comprise entre moins 54 et moins 49 millions d'années. Et dans cet âge, la température de l'océan Arctique était de 12 degrés supérieure à la température actuelle. 12 degrés, hein, c'est pas rien. Et il a fait à une période très chaude. Mais comme c'est une période où il y avait également beaucoup de carbone dans l'atmosphère, ça a été une période où la vie animale et végétale était florissante. Il y avait des libellules d'1 mètre de long, enfin toutes sortes de bêtes qui vivaient de façon très florissante. Alors, ce que vous voyez également dans cette courbe, c'est que la tendance récente des 10 derniers millions d'années va vers le refroidissement. Ça baisse là. Bon. Alors donc, revenons sur l'Éocène et sur la dernière période interglaciaire. C'est les 10 derniers milliers d'années. Millions d'années. Ah d'accord. C'est ce qu'il y a dans ce graphe. Alors, Okay. sur la période de l'Holocène, alors d'où ça vient, cette alternance d'âge glaciaire et d'âge interglaciaire? Ça a été mis en évidence depuis les travaux de l'astrophysicien Milankovitch. Ces travaux sont admis comme corrects depuis une vingtaine d'années et il a montré que les glaciations étaient engendrées de façon cyclique par des variations d'une part du flux solaire et des paramètres orbitaux de la trajectoire terrestre. Et en fait, durant le dernier âge glaciaire, en particulier il y a 21 000 ans, le niveau de l'océan, le niveau de la mer, a descendu 120 mètres en dessous du niveau actuel. Et ensuite, très brutalement, à la fin de la période glaciaire, il y a 11 700 ans, c'est remonté au niveau actuel, de façon très rapide. Il faut dire, certaines remontées ont eu lieu en moins d'une centaine d'années. Ça a été. Bon, alors voilà ce que l'on sait. Et en particulier, vous avez l'exemple de la grotte Cosquer dans les Calanques de Marseille, qui est 37 mètres en dessous du niveau de la mer et qui normalement devait être une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer au moment où la mer était très basse. Alors ensuite, à 11 700 ans, eh bien, vous avez une période chaude qui a duré de moins 8 000 ans à moins 4 000 ans. Et cette période chaude, ça coïncide exactement avec la période néolithique, où vous avez en particulier l'industrie de la pierre polie. Et l'industrie de la pierre polie, cette période néolithique a été optimale pour le développement de l'humanité, l'apparition des premières cultures, l'apparition des premières poteries. Et c'était entre moins 6 000 ans à moins 2 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on
parle de 8000 ans BP, c'est before present, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui. Alors, la datation par rapport à Jésus-Christ, vous enlevez ou vous rajoutez 2000 ans à vue de nez, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Alors, ensuite, vous avez une deuxième régression plus froide qui a eu lieu entre moins 600 et moins 200 ans avant Jésus-Christ, suivie par une nouvelle période chaude de moins 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 600 ans après Jésus-Christ. Cette période est bien documentée, ça s'appelle l'optimum romain. C'est l'époque où les Grecs et les Romains se développaient leur civilisation. Alors ensuite, un nouveau refroidissement climatique a eu lieu, ça s'appelle le Dark Age Cold Period, DACP, de l'an 900 à l'an 1300. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est bien ça. Je suis en train de dire des bêtises. De l'an 600 à l'an 900. Et ensuite, après ce refroidissement, eh bien, vous avez une période qui s'appelle l'optimum médiéval, de l'an 900 à l'an 1300. Alors, tout ceci est bien documenté par des chroniques historiques et également l'avancement ou le recul des glaciers. On peut mesurer, c'est-à-dire sous les glaciers des Alpes, apparemment, il y a un recul des glaces et on trouve des souches de pins en dessous des glaces. C'est-à-dire qu'on peut arriver à vérifier ça de façon factuelle. Et en fait, les paléoclimatologues qualifient systématiquement les périodes d'échauffement d'optimales parce qu'elles se sont montrées propices au progrès de la civilisation, à l'inverse des périodes froides associées plus typiquement aux mauvaises récoltes et aux famines. Plus récemment, au début du XXe siècle, on a pu observer un réchauffement de 1920 à 1940, puis un refroidissement de 1940 à 1975, suivi par un nouveau réchauffement de 1975 à 2000, et depuis 2000, une période relativement élevée mais stable. Donc montrer les variations de la température dans l'Holocène. Et alors, si vous regardez dans cette courbe, alors bien entendu, cette courbe, vous avez pas mal d'incertitudes, mais vous voyez la courbe noire qui représente à peu près ce que l'on sait de mieux sur cette époque. Il y a 8000 ans une période chaude, suivie par des refroidissements avec des oscillations, et ensuite, plus récemment, eh bien, quelque chose qui est faible par rapport à ces réchauffements anciens. Donc, cette évolution des températures n'apparaît absolument à aucun moment catastrophique. Et d'ailleurs, la seule période qui est vraiment catastrophique, c'est le début de la courbe, avec le passage de l'ère glaciaire à l'ère interglaciaire tempérée que nous vivons aujourd'hui. Alors, ceci étant, eh bien, il faut regarder de nouveau quels sont les cycles qui permettent d'expliquer ces variations. Alors, vous avez l'irradiation solaire. L'irradiation solaire, elle suit plusieurs cycles de périodicité, comme le cycle de Schwab, qui est de période de 11,2 ans, et qui donne des variations entre le maximum et le minimum de radiation. Vous avez en particulier un autre indicateur très précis de l'activité solaire, c'est le nombre de taches solaires. Alors, il se trouve qu'on observe les taches solaires depuis la fin du XVIe siècle. Les astronomes ont réussi à faire ça en mettant sur des plaques de verre du charbon de la bougie pour pouvoir observer le soleil sans se faire brûler les yeux. Et donc on a des chroniques qui sont très précises des taches solaires et on constate que ces taches solaires sont passées à des maxima de l'ordre de 120 à 130 jusqu'à des minima de 0. Et chaque fois qu'il y avait un maximum de taches solaires, ça trahissait une augmentation énorme de l'activité solaire. Alors le minimum observé, alors pour montrer si vous voulez le graphe suivant, vous avez l'évaluation de l'activité solaire de 1700 et 2010, et vous avez, en fait ceci vient de données de la NASA, vous avez en particulier le minimum de Maunder à gauche, ce minimum de Maunder où il y avait 0 tache solaire en moyenne pendant pas mal d'années, et une période qui coïncide avec le petit âge glaciaire. Ensuite, vous avez le minimum de Dalton et un certain nombre d'autres minima,
Et ceci a été bien documenté. Alors on est au 26e cycle solaire depuis l'origine de l'étude. Et alors il se trouve que le cycle solaire actuel dans lequel nous vivons aujourd'hui est un cycle solaire où il y a un maximum de taches solaires et un maximum d'irradiation. Ce qui veut dire qu'en fait, il est tout à fait logique qu'avec ce que l'on observe aujourd'hui sur les taches solaires et l'irradiation, on ait un réchauffement des températures. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on sait prévoir le nombre de taches solaires et il est à peu près certain qu'entre 2030 et 2040, il y aura un minimum de Maunder, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire une période où il y aura très peu de taches solaires. Ça veut dire qu'en fait, si on compare ceci au passé, il est vraisemblable qu'entre 2030 et 2040, on aura un refroidissement de la température monumental, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des hivers à Paris à moins 20 degrés, et en particulier un mini-âge glaciaire comparable à celui qui a eu lieu au XVIIe siècle. Et alors là, ce qui est assez hallucinant là-dedans, c'est qu'on risque de devoir lutter contre le refroidissement climatique. Et ceci est mathématique, si vous voulez. On sait que ça va se produire entre 2030 et 2040. Alors, je pourrais très bien vous dire qu'entre 2030 et 2040, je ne serai plus là, mais enfin, j'espère quand même, avec un peu d'espoir. Et par contre, eh bien, il faudra faire très attention sur le chauffage que l'on va avoir. Alors maintenant, vous avez un certain nombre de médias et différents auteurs qui affirment crânement que 2023 a été l'année la plus chaude jamais observée. C'est complètement faux, parce que les auteurs qui disent ça font preuve d'une myopie manifeste, puisque les relevés de température à l'échelle planétaire ne sont réalisés que depuis 1979, et donc il faut dire 2023, c'est l'année la plus chaude jamais observée depuis 1979. C'est pas pareil. Et donc, il faut savoir que dans le courant de l'Éocène, il y a 50 millions d'années, il y avait 10 degrés de plus. Et dans l'optimum médiéval, eh bien, la température était nettement plus chaude qu'aujourd'hui. Et ça a été documenté parce que la vigne arrivait à maturité en Norvège, dans le sud de l'Angleterre, ce qui est loin d'être le cas en 2023. Maintenant, revenons au GIEC, le fameux GIEC. Alors, les climatologues du GIEC ont développé une quantité de modèles mathématiques paramétrés pour expliquer les variations de la température. Tous se sont avérés insuffisants pour interpréter la réalité, parce que d'abord, ils ont été comparés entre eux avec un luxe de détails. Les modèles avec les paramètres sont ajustés sur des périodes passées et n'expliquent pas les variations récentes. Ils divergent dans leurs prévisions en 2050 ou 2100 d'au moins 3 degrés les uns par rapport aux autres. Donc ce que je dis, c'est que ces modèles n'expliquent pas la réalité. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'aucun de ces modèles, vous m'entendez bien, aucun de ceux qui sont répertoriés par le GIEC ne prennent en compte, d'une part, les cycles des radiations solaires, les taches solaires, ils ne prennent pas en compte le cycle de Minkowitz, et ainsi de suite. Aucun des cycles astronomiques tous ces cycles sont ignorés. Donc, si je les voulais appliquer, les modèles du GIEC, à la température du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ils seraient incapables d'expliquer ça, parce que c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas tout. D'autre part, ces modèles du GIEC ignorent complètement l'influence des cendres émises dans la haute atmosphère par les éruptions volcaniques, et ces éruptions volcaniques peuvent parfois baisser la température de la moyenne de 1 degré pendant une dizaine d'années. C'est le cas en particulier de l'éruption du Laki en Islande, qui a provoqué des étés sans fructification de fruits aux États-Unis, des famines en Irlande et en Écosse, et tout simplement parce qu'il y avait des nuages de cendres. Alors vous avez l'éruption du 1815 du Tambora, en 1883 du Krakatoa, et ainsi de suite. Et l'éruption en 1991 du volcan Pinatubo aura entraîné un refroidissement de la température moyenne du globe au moins de 0,8 degrés centigrades pendant 3 ans. Donc si vous avez des modèles qui ne prennent pas en compte la fréquence de ces éruptions, eh bien, ils ne peuvent pas prévoir la réalité. Alors, vous me direz, est-ce que c'est prévisible une éruption de volcan? C'est sporadique, on ne peut pas les prévoir, mais elles ont lieu.
Donc si on dit elles ont lieu mais on ne peut pas les prévoir, si on ne met pas ça dans un modèle, ça ne sert à rien. Le modèle n'est pas bon. Alors, ceci étant, il y a, je cite le livre de Kounin que vous avez montré tout à l'heure, c'est un scientifique reconnu qui a été conseiller du président Obama, membre de la National Academy of Sciences des USA. Il a écrit un livre, Climat, la part d'incertitude, ça c'est la traduction française, c'est édité chez l'Artilleur. Et alors il dit, page 125 de son livre, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui provoque cet échec des modèles. Ils sont incapables de nous dire pourquoi le climat a changé pendant les décennies en question. C'est profondément troublant parce que le climat observé au début du XXe siècle est comparable de celui que nous avons observé à la fin du XXe siècle et que les rapports du GIEC attribuent avec une confiance élevée aux activités humaines. Ensuite, les incertitudes de la modélisation du changement climatique rendent aujourd'hui impossible de fournir des indications quantitatives fiables sur les conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre sur le système terrestre. Donc, en conclusion, le GIEC est absolument incapable de prédire de manière fiable et précise l'évolution des températures, tant en 2050 qu'en 2100, et de même que mesurer l'impact des mesures de décarbonation dessus. Lorsque le GIEC dit il faut que l'on intervienne en limitant les émanations de carbone pour limiter l'augmentation de la température à 1,5, 2, 3, 4 degrés, il n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il est incapable de prévoir avec précision ce qui va se passer. Alors, il y a d'autres cycles. Je signale en particulier l'existence d'un cycle climatique de 1500 ans, qui a été mis en évidence par le climatologue Fred Singer. Et je vais peut-être m'arrêter là. Ce qui est incontestable, c'est que le GIEC recommande la neutralité carbone en 2050 ou 2100, et il est incapable de justifier cette mesure par aucune donnée scientifique crédible. Alors ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on ne peut pas prévoir, mais on peut faire tourner les modèles du GIEC pour voir avec ces modèles qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que si aujourd'hui on était dans une situation où l'on réduisait à zéro, par exemple, les émanations de carbone anthropiques, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça a été fait par une quantité d'auteurs et le maximum de modification que l'on obtient, c'est de 0,2 degrés centigrades. Ce qui veut dire que si, par exemple, on tue les vaches, si, par exemple, on vous empêche de respirer, si on prend les mesures, il n'y a plus de voitures, bien sûr, on coupe complètement toute origine de carbone anthropique et tout émet du carbone, je reviendrai là-dessus, eh bien, on n'arriverait pas à faire baisser les températures de plus de 0,2 degrés. Ce qui veut dire que ça sert à rien, ça sert strictement à rien, et il y a d'autres raisons pour lesquelles le GIEC recommande de baisser les émanations anthropiques de carbone, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, donc, en fait, les mesures de neutralité carbone, ça va certainement ruiner les gens qui les appliqueront. Mais je voudrais surtout mentionner que la science du climat a fait preuve d'une constante immaturité, et si on doit faire face, comme je pense que ça sera vraisemblable, c'est une opinion, c'est pas une certitude. Je ne dis pas comme le GIEC, c'est très vraisemblable. Mais si effectivement ça se passe comme c'est passé dans le passé au XVIIIe siècle, eh bien on risque de devoir lutter à partir de 2030 contre le refroidissement climatique. C'est quelque chose que je trouverais hilarant, mais ça ne sera pas drôle du tout à cette période. Parce que, il faut dire que là, nous sommes le 8 février. Il fait une température très raisonnable. Imaginez qu'il fasse moins 25, ça serait beaucoup moins rigolo. Bon, c'est ce qui risque de nous arriver. Alors, allez, si vous voulez, voir les peintures de Bruegel dans les musées, et vous verrez ce que c'est que l'hiver. Bon. Alors, en particulier, il y a une immaturité complète des sciences du climat. Et j'en citerai encore un exemple. Le prix Nobel de physique 2021, c'est pas vieux, hein, le prix Nobel.
a été attribué à trois personnes, l'Italien Giorgio Parisi, l'Américano-japonais Syukuro Manabe et l'Allemand Klaus Hasselmann. Et ils ont été récompensés pour la modélisation physique du climat de la Terre, pour en avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique. On peut dire à ce moment-là, tout est réglé. Le seul problème, c'est que les travaux ont été montrés depuis comme complètement fous. Et du coup, même le GIEC ne les cite pas. C'est quand même quelque chose. Bon, alors, que se passe-t-il maintenant? Je pense vous avoir convaincu sur le fait que le GIEC fait de la fausse monnaie, mais même il n'est pas capable de justifier ses prévisions, et ces prévisions sont... Alors je viens faire cette conférence aujourd'hui, devant une audience distinguée. J'espère ne pas me faire envoyer des tomates à la tête tout à l'heure, mais bon, j'exprime mon opinion. C'est déjà quelque chose que j'arrive à le faire. Mais j'ai voulu quand même essayer d'envoyer comme une bouteille à la mer une lettre prévenant que les billevesées du GIEC n'étaient peut-être pas quelque chose sur lequel on pouvait se baser pour faire une politique au niveau de l'Europe. Alors je me suis pas, disons, j'ai procédé à la chose suivante, j'ai envoyé une lettre comme une bouteille à la mer au destinataire Thierry Breton, qui est actuellement, son titre exact, il est directeur général sur l'action climatique. Bon. Et je lui ai envoyé également le rapport qui a été téléchargé 110 000 fois en lui disant, écoutez, ça fait réfléchir, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Et il faudrait quand même ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, j'ai fait quelque chose de très prudent. J'ai reçu une lettre très polie et qui est en fait ce qu'on obtient si vous écrivez au président de la République en disant cher monsieur Macron, votre politique est une catastrophe, et on va vous répondre en vous disant cher monsieur, on a pris compte de vos observations et ainsi de suite. Bon, j'ai reçu une réponse et cette réponse, la seule chose qui est importante, c'est le commissaire Breton m'a demandé de vous répondre, c'est une chef d'unité dans la Commission européenne, et elle dit essentiellement les politiques climatiques de l'Union européenne sont fondées sur les rapports du GIEC. Point final. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de chercher. À partir du moment où on dit que les rapports du GIEC sont douteux, eh bien on veut dire ben non, on s'y précipite. Et elle dit à la fin, nous vous invitons à présenter vos réflexions au GIEC pour nourrir le débat scientifique. Bon. Alors, en fait, je pense que c'est du lysinquisme à l'état pur, et c'est comme si vous découvrez, par exemple, qu'à côté, vous avez une association de malfaiteurs qui revendent de la drogue au coin de la rue, et si vous allez prévenir la police, vous savez, ils vendent de la drogue au coin de la rue, et la police vous dira, ben non, allez vous associer à eux, pénétrez leur organisation, et ensuite racontez-nous ce qui se passe. Enfin, c'est à peu près ça. Hein, bon. Alors, c'est pas la peine d'y passer trop de temps, mais quelles sont les conséquences de ces erreurs? Alors, bon, là, j'ai un certain nombre de documents, donc le livre de Benoît Ritaud, qui relate l'audition publique qui a été tenue en février 2023, ce n'est pas si vieux, de deux grands experts en climatologie aux États-Unis, c'est Robert Littleman et Douglas Holtz-Eakin. Et le Sénat américain et les représentants leur ont demandé qu'est-ce que l'on peut, combien ça va coûter aux États-Unis pour rendre l'Amérique neutre en carbone à l'horizon 2050. Et là, l'évaluation a été confirmée, c'est 50 000 milliards de dollars. Une somme colossale. 50 000 milliards de dollars, c'est la dette publique des USA, c'est 30 000 milliards de dollars. Le budget fédéral annuel des USA, c'est 6 000 milliards de dollars. Donc pour arriver à la neutralité carbone aux USA en 2050, il faudrait que les USA consacrent à la décarbonation environ un tiers chaque année de leur budget fédéral. C'est évident que c'est absolument impossible et je ne doute pas qu'aux prochaines élections présidentielles, le nouveau président, si c'est M. Trump, eh bien, décide d'abandonner cet objectif. Mais qu'en est-il en Europe?
Eh bien, en Europe, le PIB de l'Union européenne, c'est 14 500 milliards d'euros. C'est à peu près la moitié de celui des États-Unis. Si vous faites des règles de 3, vous avez en fait pour la CE un coût estimé de 29 900 milliards d'euros pour aboutir à la neutralité climatique en 2050. Et cette somme représente pour la France seule une dépense annuelle de 210 milliards d'euros. Alors ça, c'est mon estimation, basée sur l'audition publique de ces deux climatologues aux États-Unis. Mais il y a eu un rapport qui a été fait, c'est le rapport Pisani-Ferry, qui est en fait téléchargeable librement sur Internet. Et Pisani-Ferry, ce rapport, estime que ça coûterait en fait 70 milliards d'euros par an à la France, seule. Et ces 70 milliards d'euros ne comprennent pas l'achat de véhicules électriques, ne comprennent pas toute la rénovation des bâtiments et en fait la rénovation thermique. Donc si je rajoute ce que coûte dans un budget familial et industriel le changement de véhicules et ainsi de suite, ça représente pour la France seule, je maintiens les chiffres de 2 milliards d'euros. Alors, ce rapport, le rapport de Pisani-Ferry, estime qu'il faudrait ventiler les dépenses en 19% pour l'agriculture, 30% pour les transports, 19% de l'industrie, 18% pour le logement. Alors, pour mémoire, si on se limite à 70 milliards d'euros depuis le budget Pisani-Ferry, c'est entre le budget des armées, qui est de 64 milliards d'euros par an, et le budget de l'éducation nationale, qui est 82 milliards d'euros. Donc, il faudrait au minimum, si on se maintient uniquement dans l'évaluation du rapport Pisani-Ferry, qu'on dépense à peu près l'équivalent d'une moyenne entre le budget des armées et le budget de l'éducation nationale chaque année jusqu'à 2050 pour arriver à une neutralité carbone à ce moment-là. Et bien sûr, tout cela, c'est en fait des évaluations qui sont tout à fait crédibles et cet objectif paraît trop coûteux pour être réaliste. Et de même que ses bénéfices. Si on regarde ce que coûterait simplement la France de façon isolée, on est en dessous de 0,1 degré de baisse de température. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les États européens se sont lancés dans la décarbonation. Ils ont, depuis 1921, inscrit dans la loi européenne les dispositions devant mener l'Europe à la neutralité carbone en 2050. 2021, oui, ils ont déjà inscrit. Et la seule voie possible pour corriger ces dispositions réalistes consisterait à changer complètement du cadre législatif. Il est peu vraisemblable que les instances dirigeantes de l'Europe acceptent de reconnaître une erreur d'une telle ampleur. Comme conclusion, comme les passagers du Titanic, il ne reste plus que l'alternative de couler avec le navire ou de le quitter tout simplement. À minima, il faudrait que la France accepte de prendre les dispositions nécessaires pour s'affranchir du carcan législatif européen. Alors, qu'est-ce que c'est que ce carcan législatif? C'est le Green Deal et l'agenda Fit for 55. Il faudrait pour ça une réelle volonté politique et une refonte des traités. Ce n'est pas l'objet de mon exposé, mais je signale qu'il n'y a pas moyen d'en sortir autrement. Alors, les relations mesurées entre le taux de CO2 de l'atmosphère et les températures moyennes de la planète, j'en ai parlé très peu, mais il faut savoir que la proportion de CO2 atmosphérique augmente. Il est passé de 310 parts par million en 1960 à 410 parts par million en 2020. Et cette température en moyenne a augmenté de 1 degré depuis le début du XIXe siècle et principalement de 0,6 degrés de 1910 à 1945, alors que les éruptions du CO2 étaient encore faibles, tandis que de 45 à 75, les émissions anthropiques de CO2 ont beaucoup augmenté alors que la température baissait. C'est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on aboutit à l'inverse de ce qu'on pourrait voir. Et le lien entre la température moyenne et le CO2 est loin d'être évident. Il semble même que l'augmentation des taux de CO2 soit conséquence de l'augmentation des températures et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des liens qui sont complètement incertains et je préfère ne pas en parler en disant que c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Alors, maintenant, quelles sont les
conséquence de l'alignement complet de la... Un petit peu proche de ta conclusion. Oui, je vais y aller. Ok. Bon. Alors, depuis le 29 juillet 1921, c'est l'adoption de l'European Climate Law. Et alors, ces conclusions, c'est effrayant. Vous avez la refonte du marché européen du carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la révision de la directive sur les énergies renouvelables et la taxation de l'énergie, la stratégie européenne pour les forêts. Les commissions ambitionnent la plantation de 3 milliards d'arbres, c'est pas rien. Où va-t-on les planter? Dans les surfaces qui auront été enlevées de l'agriculture. Le secteur public devra rénover 3% de ses bâtiments chaque année. Il y aura la fin des voitures essence et diesel d'ici 2035 et aussi l'ensemble des engins de chantier et les tracteurs agricoles. Alors, comme il n'y a pas de tracteurs agricoles électriques, ça revient à dire aux paysans, vous fermez tout. Bon, c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents, entre autres. Hein, bon. Mais, eh bien, on pourrait continuer. Alors, ce n'est pas encore pour demain de la fin des véhicules thermiques, parce que l'Allemagne a négocié la possibilité de continuer à fabriquer des véhicules thermiques pourvu qu'ils soient alimentés avec de l'essence de synthèse. Bon, il va se passer des choses. Et j'arrête là cet inventaire pour arriver à ma conclusion. Tout cet extraordinaire échafaudage ne repose que sur la seule thèse 1 et 2 du GIEC qui prétend que le réchauffement climatique observé depuis 1975 est principalement dû aux émanations anthropiques de CO2. J'ai donné tout un ensemble d'éducations pour montrer que c'est faux. Donc, c'est entièrement basé là-dessus. Vous avez un château de cartes qui va littéralement empoisonner la vie de tous les Européens par des dépenses pharaoniques pour rien. Et donc, faut-il lutter contre ce réchauffement? Moi, je dis arrêtons la folie du Green Deal avant qu'il ne soit trop tard et réorientons les dépenses envisagées pour nous adapter au changement climatique plutôt que de tenter vainement de les contrer. Alors, j'ai un document qui est très détaillé, avec toutes les références dont vous pourriez rêver pour asseoir mon propos. Et comme je m'exprime oralement, je suis obligé de m'arrêter ici et je vous renvoie à mon texte. Merci. Merci beaucoup. Donc, le texte de M. Devels va être disponible. Attendez, on va passer aux questions dans 5 minutes. Le texte de M. Devels sera disponible en même temps que YouTube sur notre site web dans les jours qui viennent. Ce sera très rapide. Avant de passer aux questions, je vais rajouter 2 ou 3 mots. C'est pas seulement le climat qui est en cause et la malhonnêteté, en quelque sorte, de nos dirigeants sur ce sujet. Vous avez vécu la même chose avec le Covid, où il y a eu également une manipulation des données. Je crois que le sujet principal, c'est que le scientifique a disparu de la zone de détermination des prises de décision. On ne demande plus aux scientifiques de se manifester et les scientifiques ne se manifestent plus. Il se passe exactement ce qui s'est passé pendant la période d'obscurantisme entre 1933 et 1945 dans l'Allemagne nazie, où il y avait une idée dominante qui était celle de la pureté de la race, qui est devenue ici en France actuellement l'idée dominante de la pureté de l'atmosphère. Il y a une grande similarité entre les deux, et vous savez comment ça s'est effondré. En 1945, ça s'effondrera de la même manière ici. Il faut se référer à ce que disait Pierre-Gilles Degène dans son livre « Les objets fragiles ». Il dit clairement ceci, c'est que le rôle du scientifique, c'est de rendre public ses conclusions, ce que vient de faire M. Devels, quelle que soit la portée de ses conclusions et quelle que soit l'animosité qu'il puisse rencontrer. Il donne ses conclusions et M. Gilles Degène ajoute « Nous sommes en démocratie, le peuple a parfaitement le droit de ne pas tenir compte de ses conclusions. Mais le scientifique est obligé de les donner. » Et on s'aperçoit, enfin du moins tient à les donner. Et on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, comme c'était le cas pendant l'Allemagne entre 33 et 45, de moins en moins de scientifiques s'expriment. Donc j'ai tenu à ce que Paul Devels puisse le faire. En dehors de lui, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et on peut se référer à ce qui s'était passé après Napoléon III. Napoléon III a été obligé de faire un coup d'État en 1850 parce qu'il ne pouvait pas être réélu. Ça évoque peut-être quelque chose pour vous. Le cas d'un politicien qui ne peut pas être réélu et qui fait un coup d'État. Donc après ce coup d'État, Victor Hugo a émigré. Il a émigré d'abord en Belgique, et puis il s'est fait virer.
Ensuite, il a émigré à Guernesey, puis à Jersey. Et il a écrit le texte suivant que je vais vous lire et qui résume bien les débats. En plus, c'est très beau. Donc ça date de 1852 et ça s'appelle Ultima Verba, ce qui veut dire les derniers mots. C'est le dernier chapitre, le dernier paragraphe d'un recueil qui s'appelle Les Châtiments. La conscience humaine est morte dans l'orgie, sur elle il s'accroupit, il c'est Napoléon III. Ce cadavre lui plaît. Par moments, gai vainqueur, la prunelle rougit, il se retourne et donne à la morte un soufflet. La prostitution du juge est la ressource. Les prêtres font frémir l'honnête homme éperdu. Dans le champ du potier, il déterre la bourse. Cibourg revend le Dieu que Judas a vendu. Ils disent César règne et le Dieu des armées l'a fait son élu. Peuple, obéis, tu le dois. Pendant qu'ils vont chantant, tenant leurs mains fermées, on voit le sequin d'or qui passe entre leurs doigts. Le sequin, c'était une monnaie romaine. Bon. Oh, tant qu'on le verra trôner ce gueux, ce prince, par le pape béni, monarque malandrin, dans une main le sceptre et dans l'autre la pince, Charlemagne taillé par Satan dans Mandrin. Mandrin, c'était un malfaiteur de l'époque. Tant qu'il se vautrera, on n'écrit plus comme ça aujourd'hui, les gens ne savent plus. Tant qu'il se vautrera, broyant dans ses mâchoires, le serment, la vertu, l'honneur religieux, ivre, affreux, vomissant sa honte sur nos gloires, tant qu'on verra cela sous le soleil des cieux. Quand même grandirait l'abjection publique, à ce point d'adorer l'exécrable trompeur, quand même l'Angleterre et même l'Amérique diraient à l'exilé, va-t'en, nous avons peur. Quand même nous serions comme la feuille morte, quand pour plaire à César on nous renierait tous, quand le proscrit devrait s'enfuir de porte en porte, aux hommes déchirés comme un haillon au clou. Quand le désert où Dieu contre l'homme proteste, bannirait les bannis, chasserait les chassés, quand même, infâme aussi, lâche comme le reste, le tombeau jetterait dehors les trépassés. Je ne fléchirai pas, sans plainte dans la bouche, calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau, je vous embrasserai dans mon exil farouche, patrie au mon autel, liberté, mon drapeau. Mes nobles compagnons, je garde votre culte. Banni, la République est là qui nous unit. J'attacherai la gloire à tout ce qu'on insulte. Je jetterai l'opprobre à tout ce qu'on bénit. Je serai sous le sac de cendres qui me couvre, la voix qui dit malheur, la bouche qui dit non. Tandis que tes valets te montreront ton Louvre, moi je te montrerai, César, ton cabanon. Devant les trahisons et les têtes courbées, je croiserai les bras, indigné mais serein. Sombre fidélité pour les choses tombées, sois ma force et ma joie et mon pilier d'airain. Oui, tant qu'il sera là, qu'on cède ou qu'on persiste, ô France, France aimée et qu'on pleure toujours, je ne reverrai pas ta terre douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours. Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, France hors le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente, je resterai proscrit, voulant rester debout. J'accepte l'âpre exil, parce que Napoléon III avait essayé de le faire revenir à Paris en le soudoyant un peu, en disant les proscrits, vous pouvez revenir, et il avait refusé. J'accepte l'âpre exil, n'utile ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Sylla. C'était un dictateur de l'époque romaine. Ils ne sont plus que 100, je brave encore Sylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bon, on va prendre vos questions maintenant. Allez-y, monsieur. Hein? J'entends rien. Ah, le micro, oui, pardon. Ça, fais passer au monsieur. J'ai entendu dire qu'en Russie, en Chine, en Inde, il n'y a pas ce martèlement au sujet du réchauffement climatique. Oui, c'est exact. Et si vous voulez, il y a des tas de choses que j'ai pas pu dire dans ma conférence, en particulier sur le fait qu'il y a des réserves de pétrole considérables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'argument du fait que ces réserves sont finies pour dire qu'il vaut mieux les économiser.
et qu'en même temps la Chine a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que pour une proportion dépassant 20% de sa consommation interne, elle fabrique du pétrole de synthèse. Alors, je dois dire que je fais allusion à mon passé chez Total. J'ai fait des mathématiques chez Total et en particulier, j'ai travaillé pour faire modéliser et fabriquer le contrôle de réacteurs de cracking catalytique. Et tout cela, ça m'a envoyé dans la raffinerie de Durban. La raffinerie de Durban, c'est en Afrique du Sud. C'est la plus grande raffinerie du monde. Et à l'époque où il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud ne pouvait pas recevoir du pétrole de l'extérieur parce que c'était sous embargo. Et elle fabriquait du pétrole de synthèse à l'aide de la cellulose, du bois, des balles de maïs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, du charbon. Et c'est le procédé utilisé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils étaient arrivés au point où la fabrication de ce pétrole de synthèse leur coûtait l'équivalent en baril de pétrole extrait, c'est-à-dire on pourrait comparer ce qu'on obtient à partir d'un baril de pétrole exploité et ce qu'on obtient à partir de ce procédé de 100 $ le baril. Ce qui veut dire que si le coût qui est actuellement de 71 $ si je ne m'abuse, le baril de pétrole, c'est une unité, peu importe, ça représente 230 litres, enfin peu importe, eh bien si le prix du pétrole dépasse nettement 100 $, eh bien ça sera plus rentable de fabriquer de l'essence à partir du bois ou de la cellulose ou du charbon que de le raffiner à partir du pétrole brut. Et c'est ce que font les Chinois pour 20% de leur consommation. C'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisation du pétrole comme carburant n'est pas du tout quelque chose d'absurde. Et d'autre part, si les gens sont encore au point de se dire, eh bien, c'est du pétrole, du carbone anthropique, eh bien, il faut dire que lorsqu'on a du bois, qu'on exploite du bois et qu'on le transforme en essence, eh bien, c'est quelque chose qui a poussé naturellement. Ce n'est pas on ne va pas l'extraire du sol. Donc, tous ces raisonnements sont un peu absurdes, je dirais. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. D'autres questions? Monsieur la Pratélli. Merci, monsieur. D'abord, monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. J'ai bien connu Claude Lorius, qui était membre de l'Académie des sciences. J'ai hiverné avec lui en Terre Adélie, ça fait 60 ans. Nous avons connu des grands froids. Et je vous demande, que pense Lorius est décédé maintenant, hélas. Que pensait Lorius de tous ces problèmes? J'aurais bien aimé pouvoir en discuter avec lui. Mais en fait, Lorius était un homme de science très sérieux Oui, et il a formé son élève Jean Jouzel sur des choses très sérieuses qui oui, étaient aussi le dosage des isotopes de oui, l'oxygène dans les grêlons pour savoir pourquoi il y avait des grêlons avec davantage oui, d'oxygène 18 que d'oxygène 7. oui, C'est à ce moment-là que lorsque Lorius a été invité par le gouvernement de l'Union soviétique dans la station Vostok, ils ont commencé à faire des carottes glaciaires. oui, Le seul problème, c'est que je dois dire parfois, ça m'arrive de m'énerver. Bon, lorsque je vois des choses absurdes. Alors je me suis fâché avec Jean Jouzel, qui était son élève, oui, parce qu'il est venu faire un jour à l'Académie des sciences une conférence en disant que oui, il arrivait à reconstituer les températures anciennes avec le dosage de l'oxygène 16, l'oxygène oui, 18, et qu'il avait pour ça montré qu'il y avait une corrélation non nulle entre ces températures et la différence oxygène 16, oxygène 18 dans les carottes. oui. Et il estimait cette corrélation, tenez-vous bien, à 0,5%, significativement différent de zéro. Alors moi, je suis statisticien, Bien je ne suis sûr. pas climatologue. Alors, je lui ai dit, vous êtes sûr, 0,5%, c'est pas 0,5, c'est 0,5%, c'est 0,005. Oui, Alors il m'a dit, oui, oui, c'est bien ça, je vous assure, c'est bien ce chiffre. C'est significativement différent de zéro. Le seul problème, c'est que si vous connaissez un peu la statistique, vous avez le coefficient de corrélation ρ,
Oui, Et la quantité d'explications que vous pouvez sortir d'une information avec une autre lorsqu'il y a le coefficient de rho, oui, c'est 1 moins rho au carré. oui, Or, rho au carré, si rho est 0,005, ça donne pas grand-chose. oui, C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai dit, mais si vous me dites que c'est 0,5%, ça veut dire que vous n'avez aucune information qui est utilisable pour reconstituer la température. Il dit, si, oui, si, je vous assure. Mais alors, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire, ça n'existe pas. Chez moi, avec mes reconstitutions de température, c'est tout plat. Alors, je dois dire que j'ai trouvé ça statistiquement mm, idiot et je lui ai dit, et après nous nous sommes brouillés. Par contre, je dois dire, j'aurais mieux fait d'être poli avec lui en disant, écoutez, voilà, je peux vous faire cadeau d'un livre de statistiques élémentaires et vous regardez la page temps, vous verrez qu'il y a un truc qui marche pas. Et ce que je veux dire, c'est que Lorius, Jouzel, même ont fait des choses sérieuses, mais ils sont arrêtés à un niveau qui, disons, un niveau élémentaire. Et oui, ce niveau élémentaire, pour moi, est très regrettable. C'est-à-dire, si leurs élucubrations, excusez-moi, je m'énerve, si leurs élucubrations, c'est surtout celle de Jouzel, étaient restées au niveau universitaire, oui, ça aurait été très bien. Mais le problème, ils disent attention, la température va augmenter de façon catastrophique. Attention, il n'y a pas eu de petit âge glaciaire. Attention, etc. Et alors à ce moment-là, vous avez des hommes politiques qui disent attendez, on va vous empêcher d'avoir une voiture à moteur à partir de 2035. mm, C'est les conséquences qui en sont tirées. Moi, je veux dire par là que tant que ça reste au niveau d'une ok, discussion scientifique, c'est correct. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui disent attendez, on va mettre en vigueur le Green Fit for 55 ou la neutralité carbone en mm, 2050, ça commence à nous embêter, nous. Et je dirais que on n'est pas sorti de l'auberge, parce que s'il faut payer 70 milliards d'euros par an en France, à minima, mm, mm, pour faire ça, ben, jusqu'en 2050, vous allez voir comment va être notre situation. Excusez-moi, j'en ai peut-être trop dit. Mais... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à part parfois avec une très bonne théorie, on arrive à des résultats absurdes. oui, oui. Et lorsque l'on tombe sur les aspects médiatiques de la chose, vous avez des excités comme Greta Thunberg qui dit comment osez-vous, Oui. comment osez-vous. Bon, moi j'ose. Hein. Personne ne reconnaissant. Une autre question? Merci beaucoup, monsieur. Une autre question? Il n'y a pas beaucoup de questions, vous avez été assommés. Si, pas vu, allez le grand. Ah ben voilà, c'est tout au fond. Vous n'avez pas trop parlé des taux de variation des températures parce que c'est un argument qui est développé par les tenants du réchauffement. Ils disent ça va plus vite que dans les périodes antérieures. C'est-à-dire que, si vous voulez, le problème, c'est que d'abord, on est incapable de prévoir à long terme. Mais il y a également des taux de variation observés, pas tant pour les températures, parce que les températures, je devais simplifier, je dirais qu'il y a eu une période d'augmentation de la température jusque, mettons, vers 2000. Et depuis, on est à un niveau élevé mais constant. C'est pas évident qu'on ne bascule pas vers une augmentation un taux de. Enfin, disons, c'est pas évident qu'on va en rester là, parce que si vous voulez, vous avez toutes sortes de choses qui laissent envisager le fait que le réchauffement se poursuit. Mais ce qui faut, par contre, est évident, c'est que ça n'a aucun lien direct avec le CO2. C'est ça qui est important. Moi, ce que je dis, je ne peux pas deviner. Je peux pas deviner si la température va augmenter ou pas. D'ailleurs, personne ne le sait. Mais par contre, il est clair qu'elle augmente depuis 1900, disons 1980. Et cette augmentation depuis 1980 a été plus ou moins constante jusqu'à 2000. Et puis après, il y a un niveau haut mais stable. Et si vous regardez ce niveau, vous allez avoir des gens qui vont vous dire attention, il y a par exemple euh, la possibilité que ça entraîne des sécheresses catastrophiques, tout ça. Mais il n'y a pas de différence notable entre 2023 et 2015, par exemple. Il n'y a pas de différence notable. On ne peut pas l'avoir. Et alors, je n'ai pas parlé de choses comme El Niño, le courant El Niño qui
Elle n'est pas prise en compte dans les modèles du GIEC. En gros, si vous voulez, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est que le CO2 n'y est pour rien. Voilà. Et c'est un peu évident qu'on a le mauvais coupable. Mauvais coupable. Et alors, si vous voulez, c'est un peu comme si on disait, bon, il pleut beaucoup, on va essayer d'empêcher la pluie en faisant une danse du sorcier de l'Arizona, enfin, c'en est à ce niveau-là. Mais si vous voulez, par contre, il faut dire aussi que je n'ai pas parlé des aspects financiers de la chose. Parce que les aspects financiers, c'est quoi? C'est que le CO2, c'est absolument génial pour taxer. Toutes les activités consomment du CO2. Toutes les entreprises vont faire leur bilan carbone. Et ensuite, on va taxer les gens en fonction de leur bilan carbone. On taxe les gens en fonction du coût de la tonne de carbone, de CO2 qui va leur être taxée. Donc, en fait, si vous voulez, les gouvernements, que ce soit les Américains ou nous, eh bien, ont découvert qu'il y avait un système universel pour taxer les entreprises, pour taxer les individus. On les taxe en fonction de leur bilan carbone. C'est génial. Si je voulais, c'est de la taxation universelle. Alors, autrefois, dans l'Ancien Régime, vous aviez ça, c'était la gabelle. On taxait les gens sur le sel. Comme le sel est nécessaire à la vie, donc il y avait un impôt sur le sel. Aujourd'hui, comme le sel ne coûte rien, on dirait c'est ridicule. Mais maintenant, sur la taxe de carbone, si vous avez 1000 litres de carbone, enfin 1000 litres de fuel par exemple, 1000 litres de fuel, ça vaut combien? Ça vaut à peu près 1000 euros, un peu plus, ça dépend des cours actuels. Mais sur ces 1000 euros, vous avez 80 euros qui sont des taxes carbone. 80 euros, et ces taxes carbone vont augmenter. Donc en fait, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles les gouvernements ne veulent pas toucher au CO2, c'est que c'est un système de taxation absolument génial. Mettez-vous à la place de la ministre des Finances, il dit c'est très simple, je ne vais pas taxer les gens en fonction des revenus, je vais les taxer en fonction du carbone. L'affaire est dite. Et vous avez des gens comme ça qui ont promu l'impôt carbone vis-à-vis, alors les restitutions aux pays du tiers-monde, enfin, alors les restitutions aux pays du tiers-monde sont de façon évidente un système pour corrompre les électeurs de l'ONU pour dire ben, si vous êtes bien sage, si vous votez avec le GIEC, eh bien, on va vous donner de l'argent. Vous comprenez que je prends l'exemple du Burkina Faso. Je ne sais pas pourquoi j'en ai après le Burkina Faso. Pour moi, c'est un pays très respectable. Mais il s'en fiche du carbone, le Burkina Faso. Par contre, si on lui dit on va vous donner de l'argent pour améliorer votre bilan carbone, ils disent tout de suite, allez-y. Je vais ajouter un mot à ce que vient de dire M. de Heuvel. C'est pas du tout récent dans l'histoire de l'humanité. Voltaire dénonçait déjà ce qu'il appelait le trafic des indulgences. Il y avait un pape, je m'en souviens plus son nom, qui avait comme ça mis un impôt sous forme d'indulgence que vous devez payer pour alimenter la construction de je ne sais plus quelle basilique. Et Voltaire s'était insurgé contre ça. Donc c'est très fréquent en réalité. Alors pourquoi est-ce que les gens l'acceptent? Ça a été extrêmement bien expliqué par Gustave Le Bon en 1930 dans un texte qui s'appelle Base scientifique d'une philosophie de l'histoire. On peut se poser la question comment ça se fait que des gens relativement civilisés, éduqués, etc., acceptent ce genre de conneries que M. de Heuvel vient de détailler et de démonter. Alors voilà ce que dit Gustave Le Bon. On peut résumer dans les propositions suivantes. C'est très intéressant parce que ça montre que ce n'est pas la peine de combattre avec des graphes qui montent ou qui descendent. On peut résumer dans les propositions suivantes les principes psychologiques qui président à la naissance et à la disparition des croyances de tout ordre, religieuses, politiques ou sociales. 1930. Premièrement, le besoin d'une croyance pour orienter les pensées et la conduite est aussi impérieux et puissant que la faim et l'amour. Deuxièmement, l'homme change parfois le nom de ses dieux, mais les influences mystiques qui ont toujours dominé son âme la dominent encore. Troisièmement, aux anciennes divinités personnelles, l'homme moderne tend à substituer des dogmes et des formules auxquels est attribué le même pouvoir magique. La part de vérité de ces nouveaux dogmes que ces nouveaux dogmes contiennent n'est généralement pas plus
grande que celle des anciennes croyances. Là, vous avez un exemple typique. Les croyances religieuses, quatrièmement, les croyances religieuses et les croyances politiques à forme religieuse ne s'édifient pas sur des raisons et ne peuvent être détruites par des raisons. Donc ça sert à rien de faire des graphes qui descendent et de parler des cycles de machin truc. Ils n'écouteront pas. Et vous l'avez bien vu, Macron, de toute façon, il s'en fout. Il a pris ses décisions. Il peut y avoir 10 000 conférences par 10 000 de Wels. Il ne changera pas. Cinquièmement, c'est par des suggestions dérivées du prestige, de l'affirmation et de la répétition que se fondent les croyances. Vous en avez une vision complètement évidente ici, avec l'histoire du GIEC. C'est par des suggestions dérivées du prestige, de l'affirmation et de la répétition que se fondent les croyances. La contagion mentale constitue leur principal moyen de propagation. Donc il n'y a rien de scientifique dans tout ça. Alors retenez ça. Gustave Le Bon, base scientifique d'une philosophie de l'histoire, 1930. Débrouillez-vous avec. Oui Tiens, ben voilà, il y a des questions du coup. Ça vous a réveillé, hein? Non, c'est simplement, professeur, ce texte que vous avez présenté aujourd'hui est très convaincant. Quelle diffusion, en dehors de ce qui va être produit, j'ai cru comprendre, c'est un enregistrement qui sera sur une chaîne YouTube. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de diffusion qui seraient envisageables pour faire connaître vos propos? Si vous voulez, j'ai le texte précédent, j'ai voulu un peu utiliser le fait que l'envoi d'un courrier électronique est gratuit, et je l'ai envoyé à tous les députés, à tous les sénateurs et à tous les membres du Parlement européen. J'ai eu à peu près 2 ou 3% de réponses. Les gens ont dit c'est intéressant, etc. Genre correct. Comment? Non, mais je dois dire, moi, si vous voulez, je suis d'accord, il y a des tas de choses qui vous arrivent, vous ne les regardez pas. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que ce sont les conséquences qui vont être tirées de ce dogme climatique du GIEC. Ces conséquences sont dramatiques, si vous voulez. Alors, le fait est que de prévenir les gens en disant, vous savez, regardez de près, regardez ce que ça va coûter, et ça repose sur rien. Bon. Eh bien, il y a des gens qui en prennent conscience. Et je dirais que c'est complètement naïf de ma part d'envoyer pas une lettre à Macron, mais une lettre à Thierry Breton. Il faut savoir que M. Thierry Breton s'est illustré dans la gestion d'Atos, par exemple. Alors, si vous lisez les chroniques financières des journaux, vous savez ce que devient Atos et vous savez comment il a été géré par M. Thierry Breton. Donc, je pense que s'il s'occupe de la partie climat de l'Europe, il va nous rendre quelque chose du même niveau. Mais je n'ai pas j'ai pas confiance du tout dans les hommes politiques, mais il ne faut pas qu'ils puissent dire qu'ils n'ont pas été informés. Ouais. Monsieur? Ouais, je voulais vous suggérer aussi une autre approche parce que je constate qu'actuellement les gouvernements font tout pour tuer l'agriculture, hein. Il y a 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour. Et d'autre part, ce que je constate, c'est que le CO2, c'est un excellent engrais et un engrais gratuit. J'insiste bien, gratuit. Oui, Voilà. je suis Et d'accord donc, avec vous. voilà, donc là, ma question est donc la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que les motivations des gouvernements, c'est aussi de redonner à ce qu'ils appellent l'arme alimentaire plus d'efficacité? Est-ce que ce n'est pas une de leurs Bon, motivations? c'est très compliqué, mais je dois dire que, si vous voulez, il se trouve par le plus grand, je ne sais pas si c'est par le plus grand des hasards, j'ai reçu une belle invitation de la Confédération paysanne, en disant, est-ce que vous voulez nous aimerions beaucoup que vous veniez chez nous faire une conférence sur le climat. Nous sommes intéressés par ce que vous dites, etc. Quel est votre prix? Vous savez ce que je leur ai répondu? Je leur ai répondu que je ferais la conférence pour rien, parce que je pensais que c'était d'utilité publique. Par contre, il serait bien assez courtois de me payer mon taxi et le ticket de chemin de fer, parce que ça doit avoir lieu à Moulins dans l'Allier. Donc je peux vous dire que le 29 février,
j'ai fait une conférence à Moulins dans l'Allier qui sera plus ou moins calquée sur celle que je fais aujourd'hui. Et en fait, ils sont très inquiets, ces agriculteurs. Ils sont très inquiets. On va leur enlever une partie de leur terre pour faire des jachères. On va leur dire interdiction d'utiliser des tracteurs consommant du fioul. On va leur taxer leur fioul. Déjà, cette taxation du fioul, ça a été supprimé pour l'instant. Pour l'instant. Mais si vous voulez, le but étant d'empêcher que ces agriculteurs polluent l'atmosphère avec leur CO2. On veut en même temps supprimer les élevages. Et les vaches font des paies qui contiennent de l'oxyde d'azote. Enfin bon, et vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas que chez nous. C'est-à-dire les agriculteurs allemands sont absolument affolés, les agriculteurs hollandais sont affolés, les agriculteurs belges également, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le plan de la Commission européenne de neutralité carbone est une arme destinée à les détruire. Et donc, ils en sont parfaitement conscients. Donc, il faut qu'on soit aussi conscients, nous, si nous ne sommes pas agriculteurs, de ce qui se passe. Et c'est absolument affolant, je dirais, parce que vous avez des gens qui vous disent, ben, écoutez, s'il n'y a pas, on peut carrément supprimer l'élevage des volailles en France, on peut supprimer la culture du blé, parce qu'on achètera à bas coût le blé à l'Ukraine et les volailles au Brésil. Bon, c'est ce que les gens disent. Alors, je dirais que, si vous voulez, quel est l'intérêt d'avoir une agriculture à pas à cultiver disons, le paysage, qui d'ailleurs est détruit par les éoliennes, mais ça, c'est un autre problème. Vous voulez, attendez, si je voudrais parler juste un mot des éoliennes, soi-disant l'énergie renouvelable, alors avec des moulins à vent qui se doivent être reconstruits tous les 20 ans. Mais j'ai fait inviter dans une émission de radio sur Radio Courtoisie Monsieur Marcel Boiteux, qui est venu faire son émission et qui a tenu à faire cette émission malgré des problèmes familiaux assez graves. Et il m'a dit la chose suivante, je suis allé voir pas loin d'ici, dans les locaux de l'EDF, dans le 8e arrondissement. Il m'a dit, vous savez, les éoliennes, c'est un scandale. Alors, attendez, il avait plus de 90 ans à l'époque. Bon, il est mort centenaire, monsieur Boiteux. Et j'ai dit, mais oui, quel scandale. Il dit, vous savez, lorsqu'on construit moins de 10 éoliennes au même endroit, ça sert à rien, parce qu'on ne peut pas récupérer l'électricité produite est de mauvaise qualité. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ben, c'est très simple, on achète, disons aux propriétaires des éoliennes, on rachète l'électricité et on la met à la terre. Bon. Alors j'ai dit, vous l'achetez? Oui, exactement, on la met à la terre parce que ça coûterait trop cher de la récupérer. Alors je lui dis, j'espère que vous, monsieur Boiteux, que vous allez dire ça dans mon émission. Alors il dit, jamais de la vie. Alors je dis, pourquoi? Je tiens trop à mon secrétariat, à ma voiture de fonction et à mon bureau. Alors j'ai dit, mais vous avez 92 ans, monsieur Boiteux. Alors il dit, mais oui, mais j'y tiens malgré tout. Ah bon, alors si vous voulez, si vous avez des gens comme ça, j'ai beaucoup d'admiration pour monsieur Marcel Boiteux, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, mais je dois dire, si vous voulez, il faudrait que les gens aient un peu de courage, vous comprenez? Vous avez beaucoup d'universitaires, beaucoup d'académiciens des sciences qui ne veulent pas parler, tout simplement parce qu'ils ont leurs crédits qui sont accordés par l'État, donc ils ne veulent pas parler. Oui. Monsieur, vous avez la parole. Allez-y. Oui, donc moi, ma question, c'est les jours où il fait beau le matin, il y a plein de traînées en travers de tout l'horizon, et il y en a qui disent que c'est pour réguler le climat. Qu'est-ce que vous en Ça, c'est pensez? les Les chemtrails. chemtrails. Chemtrails, oui. Ça existe, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas ce que les gens en font, mais ça existe, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient de l'imagination de quelques individus. Alors, si vous voulez, vous avez des documentations qui ont été faites là-dessus par des gens comme monsieur Patrick Pazin, entre autres. Vous cherchez sur Internet, vous le trouverez. Et en fait, c'est quelque chose de mystérieux qui est caché et qu'on ne peut pas... moi j'aime bien les choses factuelles. Vous voyez, par exemple, dans le texte que vous allez avoir des références factuelles. Sur les chemtrails, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça existe. Vous pouvez passer le micro, monsieur, derrière, s'il vous plaît.
Que fait l'Académie des sciences? Voilà, je peux vous le dire, dans l'immédiat, ils organisent au mois de mars, les 8 et 9 mars exactement, un colloque, un grand colloque, qui est le numéro 2, hein, après un premier colloque juste avant la Covid, et dont l'intitulé, c'est l'urgence climatique. Voilà. Oui, alors je peux vous dire que l'Académie des sciences est extrêmement politisée. Alors, par exemple, vous avez un de mes confrères là-bas, monsieur Fontecave. Bon, alors, j'ai cité dans mes attendus, dans mes notes en bas de page, monsieur Fontecave. Eh bien, en fait, voilà, ça dit tout. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai mis ça? C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup... Voilà. Alors, Marc Fontecave, qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et spécialiste de chimie biologique. Bon, c'est-à-dire qu'il est moins compétent en climatologie que moi en tant que statisticien, mais peu importe. Alors, il fait une tribune qui commence par dire 2023, l'année la plus chaude de l'histoire. Et il continue, comme l'a rappelé la COP 28 fin 2003, il est désormais évident que la lutte contre le réchauffement climatique passe par une diminution mondiale des énergies fossiles. Alors ce monsieur exprime une opinion qui n'est pas la mienne, mais c'est intéressant de savoir où c'est publié. Alors c'est publié en fait dans alors voilà alors attendez, c'est publié dans l'Humanité Magazine, dans le cadre du partenariat mensuel entre ce journal et l'Académie des sciences. C'est tout. Je vous dis que vous avez un académicien qui n'est pas compétent en climatologie qui fait cette affirmation, et il publie ça dans l'Humanité Magazine, et il y a un partenariat mensuel entre l'Humanité dimanche et l'Académie des sciences. J'ai rien à ajouter. Vous avez votre explication. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Académie des sciences est quelque chose d'extrêmement politisé. Et si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, l'essentiel de l'Académie des sciences est formé de savants qui sont compétents dans leur domaine respectif et qui feraient tout, tueraient père et mère, pour avoir des crédits afin de continuer leur activité. Donc, vous savez très bien que, par exemple, moi, je dis la chose suivante, je prends des risques. Pourquoi? Parce que j'ai 75 ans et je m'en fous. Mais si vous voulez, je sais que, par exemple, beaucoup de gens, eh bien, craindraient pour leur crédit. Hein. Par exemple, je vais vous dire, j'ai pris ma retraite officiellement en devenant professeur émérite. Je continue à faire des cours en 1900, lorsque j'avais 65 ans. Là, j'ai donné la succession de mon laboratoire qui avait été évalué 2 fois de suite comme le meilleur laboratoire de recherche de France, bon, à un adjoint. Très bien, je me suis dit, comme ça, j'ai la paix, j'ai plus les problèmes administratifs. Eh bien, cet adjoint, 1 an plus tard, vient me voir. Il me dit, voilà, monsieur Devel, s'il y a un problème, c'est que le ministère nous a diminué nos crédits pour le laboratoire de 50%. Alors, je lui dis, mais comment ça se fait? J'ai dit, nous sommes au top dans les classements, nous avons toutes les publications, nous avons tout. Bon, eh ben, j'ai dit, protestez. Donc, ils protestent. Il y a une réunion organisée avec le vice-président de Paris 6. C'est une grosse boutique, Paris 6. Hein, il y a 40 000 étudiants. Bon. Et un représentant du ministère pour mon ex-labo. Et cette représentante du ministère dit, cette réunion d'aujourd'hui ne peut pas avoir lieu. Alors, je leur dis pourquoi. Il dit, vous vous rendez compte que M. Devels, alors que ce sont ses crédits, n'a pas jugé bon de se déranger. Alors mon adjoint dit, écoutez, le problème c'est que M. Devels a pris sa retraite et c'est moi qui m'occupe du labo en ce moment, comme succession. Alors elle dit, ah bon, si c'est comme ça, on vous rétablit vos crédits. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez des gens comme Raoult, comme Perron, etc., qui sont littéralement mis au banc, mis à la porte, et ainsi de suite, parce que, si vous voulez, la gestion des crédits vient de l'État en France. Donc, si vous déplaisez à l'État, vous êtes mort.
Bon, alors moi, je suis peut-être pas tout à fait mort parce que, en fait, en tant que mathématicien, les crédits d'un mathématicien, c'est pas la même chose que les crédits d'un chimiste ou les crédits d'un physicien. Il y a des gens qui, si vous leur supprimez leur crédit, le temps qu'ils déménagent pour aller à l'étranger, eh bien, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Et vous avez aussi l'exemple, c'est le professeur Montagnier. Il a été mis à la retraite de l'Institut Pasteur, sec à 65 ans, il a dû aller à une université chinoise pour pouvoir continuer à travailler. C'est comme ça en France, vous comprenez? C'est pas très encourageant, mais ça se passe comme ça. Donc je ne jette pas la pierre à mes collègues pour exprimer des opinions politiquement correctes. Et c'est comme ça. Oui, enfin, on peut moduler un peu ce que tu viens de dire, c'est que non seulement ils se soumettent à la pensée ambiante, mais ils en rajoutent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils se prosternent, ils ont la peau qui plus vite au genou devient Oui, mais par exemple, exécuter des tours de souplesse dorsale, disait Cyrano de Bergerac. Et pareil avec les industriels, s'ils étaient un peu moins pusillanimes, enfin, l'équivalent de la lâcheté et de la sottise des politiciens, c'est la pusillanimité des industriels. Et la responsabilité est parfaite. oui, mais enfin, je dirais pour les industriels, Mais non. on va voir par exemple un cadre chez Peugeot, chez Renault, un cadre chez à l'EDF, etc. Et vous parlez avec ce cadre, vous dites qu'est-ce que vous pensez par exemple de la suppression des voitures thermiques, qu'est-ce que vous pensez à un moment, il était question de supprimer les centrales nucléaires, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je dis, je n'en pense pas du bien. J'ai dit, je vous le dis. Et il dit, non, mais si je commence à dire quelque chose comme ça, je craindrai pour mon emploi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus simple que ça. Les cadres dans les entreprises, ils sont payés pour faire ce que leur dit la direction de l'entreprise. Ils ne sont pas payés pour exprimer des opinions. C'est tout. Tout. Donc il ne faut pas jeter de la pierre à les gens. Et même je dirais que je ne jette pas la pierre à mes confrères de l'académie, tout simplement parce que leur problème, c'est de survivre scientifiquement. Et il vaut beaucoup mieux survivre scientifiquement que d'être obligé de se déménager à l'étranger. Moi, je le sais, par exemple, j'ai passé 6 ans de ma vie aux États-Unis. Bon, si j'avais pas fait ça, je serais sans doute pas devant vous pour raconter mes opinions. Enfin, il y a une différence entre survivre et en rajouter. Et dans la plupart des cas, ils en rajoutent au-delà de tout ce qui est raisonnable. Monsieur? Donc là, c'est de la collaboration. Oui, je voudrais revenir sur cette affaire de chemtrail, parce que ça rejoint un peu, comment dire, le débat. S'il ne s'agit pas de traînées de condensation, Non, ça c'est sûr que c'est ça. s'il ne s'agit pas de ça, parce qu'il y en a beaucoup, ça veut dire que des avions commerciaux ont été modifiés pour faire de l'épandage. Oui, c'est exact, c'est ce qui se passe. Bon, qui a fait ces modifications? Qui les a certifiées? Que se passe-t-il en cas d'accident? Blablabla, blablabla. Aucun équipage n'en a jamais parlé? Aucun mécanicien n'en a jamais parlé? Personne? Si. Aucun Si. constructeur? C'est bizarre. Non, vous avez en particulier, moi au début, je me disais, est-ce que ce n'est pas, bon, vous m'excusez, une fake news, c'est-à-dire quelque chose d'inventé par des, comment pourrait-on aussi dire, des complotistes. Moi, je suis Oui. complotiste, hein, bon, mais si je me dis, peut-être que ce que je dis aujourd'hui, c'est complètement idiot, j'exprime ça comme une opinion personnelle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais en ce qui concerne les chemtrails, il y a beaucoup de gens qui ont insisté pour venir à Radio Courtoisie où j'anime un libre journal toutes les 4 semaines, entre parenthèses, et pour en parler. J'ai dit, mais vous êtes sûr que c'est vrai, etc. Ils ont réussi à me convaincre que c'était vrai et qu'il y avait en particulier des vols qui ne sont pas des vols avec passagers, ils sont des vols de frais, où il y a effectivement des épandages de produits chimiques destinés à modifier le climat. Alors ça, c'est dans ce qui s'appelle le programme HARP, qui est un programme américain. Et ceci étant, il y a eu des questions posées au Parlement européen sur les chemtrails, et on a toujours envoyé balader les gens. Donc c'est quelque chose, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec toute la conviction que je peux avoir, c'est que ça existe. Tout ce que je peux vous dire d'autre, c'est que le secret est bien gardé. Et je pense que c'est essentiellement... Alors par contre, aux États-Unis, non seulement ça existe,
mais ça fait l'objet de rapports dus au Congrès. C'est-à-dire que ce qui est le secret, c'est le fait que ça ait lieu en Europe. Par contre, aux États-Unis, vous avez une ample littérature, des rapports au Congrès disant que ça existe et pourquoi on le fait, etc. Le but étant d'ensemencer les nuages pour provoquer des pluies, pour changer le climat, etc. Donc aux États-Unis, c'est documenté, en Europe, c'est secret. Voilà. Attends, j'ai pas bien compris. Je connais pas ce sujet, mais ensemencer les nuages pour provoquer de la pluie, c'est vieux comme l'aviation. Oui, je suis d'accord, mais Condamnable. il s'agit en fait d'ensemencer des nuages avec des sels de lithium ou d'autres pour modifier le climat. Alors là-dessus, je ne sais que ce que j'ai pu glaner à gauche et à droite. Et en fait, par contre, il y a des livres qui ont été écrits, des rapports qui ont été publiés au Congrès des États-Unis. Aux États-Unis, c'est public. En Europe, ça existe, mais on ne peut pas en parler. En Chine aussi. En Chine, oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est encore autre chose. Et je préfère, si vous voulez, parler de choses que je connais bien, les chemtrails, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça existe et puis c'est tout. D'autres questions? Oui, monsieur, faites passer le micro. C'était pour avoir votre avis sur les éoliennes concernant ce qu'a révélé une université allemande, que l'hexafluorure de soufre, qui est un gaz utilisé pour éviter qu'il y ait des incendies à l'intérieur des moteurs des éoliennes, est un gaz qui s'échappe aussi. Et c'est un gaz qui est très efficace au point de vue, enfin, efficace, enfin, c'est un gaz à effet de serre, comme le CO2, mais des millions de fois plus efficace. Et donc, de ce fait, il est en Allemagne, l'effet des éoliennes sur le climat dû à l'hexafluorure de soufre serait équivalent à celui de l'aviation. Je ne connais pas bien l'hexafluorure de soufre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les éoliennes, c'est un peu une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, d'abord, le prix de revient du kilowatt éolien, à condition que l'énergie soit récupérée. Je vous ai parlé de ce qu'avait dit Boiteux sur les petits champs d'éoliennes. Mais si vous avez un grand champ d'éoliennes, par exemple, vous allez à Orléans, vous regardez à droite, dans la Beauce, il y en a partout. Un grand champ d'éoliennes, eh bien, le prix de revient du kilowatt éolien dépasse largement 1 euro pour 50 centimes de kilowatt-heure nucléaire. Largement 1 euro, et en cas d'éolien marin, c'est 2 euros. Donc c'est quelque chose qui est littéralement qui coûte une fortune. Et en fait, on est obligé d'acheter ça. Or, ce n'est pas une énergie. C'est une énergie intermittente, c'est-à-dire que ça n'est récupérable que lorsque le vent souffle à partir de 5 km/h et pas plus de 80 km/h, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes. Et donc, la conclusion est très simple. C'est lorsque il n'y a pas de vent, un anticyclone tenace, ou lorsqu'il y en a trop, eh bien, on ne peut pas récupérer l'énergie des éoliennes. Et qu'est-ce qu'on fait? Si on se base sur la présence d'énergie éolienne pour alimenter le circuit, on est obligé de compenser l'absence d'électricité éolienne par quelque chose. Alors actuellement, c'est pour ça qu'il y a encore des centrales à charbon en France et en Allemagne. C'est des centrales qui fonctionnent au lignite. Donc, c'est extrêmement polluant. C'est extrêmement polluant. Alors, en fait, les éoliennes en mer aussi, c'est extrêmement polluant du point de vue oiseaux, du point de vue environnement, etc. Donc, pour moi, les éoliennes, c'est une mauvaise solution. Une mauvaise solution. Par-dessus le marché, c'est extrêmement moche aussi. Alors, si vous voulez, on bousille des sites magnifiques en France en mettant des éoliennes partout. C'est pour moi une très grosse erreur, et surtout, si vous voulez, c'est pas rentable économiquement. Alors, les Allemands ont installé des éoliennes partout, et ils n'en sont pas contents du tout. D'autres questions? On peut encore prendre une question ou deux. Non, c'est fini. Bon, voilà, on va aller prendre un café là-haut. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, le
passé, il y avait du champagne, mais on a décidé des réductions de crédit, tout simplement parce que vous n'achetez pas suffisamment de bouquins. Donc maintenant, on se met sur le café, et si vous continuez à ne rien acheter du tout, la prochaine fois, c'est de l'eau de l'eau.